Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre qui se trouve dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est Le choc des civilisations de Samuel Huntington. Un livre qui a été commenté, tant de fois discuté depuis l'année de sa publication, le livre a été publié en 1996, jusqu'à nos jours où il subit encore des critiques nombreuses, aussi de nombreux soutiens, où il fait aussi également l'objet de polémiques entre tenants de la thèse d'Huntington et détracteurs de la thèse d'Huntington. C'est un livre, un livre qui s'inscrit dans une triade, ce livre des chocs des civilisations. C'est l'un des trois grands livres, des trois grands essais de prospective géopolitique qui sont parus après l'effondrement du bloc communiste en 91. Le premier de cette triade, et qui a été très vite battu en brèche par les faits qui ont suivi, le premier essai de cette triade qui a voulu prédire l'avenir et prédire ce que seront les relations internationales dans l'avenir entre chaque pays, ça a été La fin de l'histoire de Francis Fukuyama, qui est sorti en 1992, juste après l'effondrement du bloc communiste, juste après l'effondrement de l'URSS, et qui prédisait alors une domination universelle de l'Occident sur le monde, un triomphe de la démocratie et du marché libéral, et donc de facto la fin de l'histoire telle qu'on la connaissait, la fin des conflits, la fin des guerres, et une histoire qui, au lieu d'être faite de haut et de bas, devient plate et pacifique. Et bien, très rapidement, Fukuyama a été démenti par les faits qui ont suivi. L'année 90 a été ponctuée par de nombreux conflits désastreux, et en particulier par les guerres de Yougoslavie qui ont déchiré l'Europe, mais également par la guerre du Golfe, qui a agité le Moyen et Proche-Orient. Ensuite, vous avez le livre que je vous présente qui fait partie de cette triade, qui est Le choc des civilisations de Samuel Huntington, qui défend lui une vision civilisationnelle du monde. La fin de la guerre froide entérinerait le retour des civilisations en tant qu'entité culturelle la plus vaste, sont les mots d'Huntington, et de fait les futurs conflits seraient non plus régis par l'idéologie d'un côté comme de l'autre, mais par la culture et par les blocs qu'Huntington appelle des blocs civilisationnels. Et le troisième essai de prospective qui a fait date dans ce monde post-guerre froide, donc Huntington, le livre d'Huntington est sorti en 96, et le troisième et dernier essai qui a fait date et qui a contrebalancé aussi la thèse d'Huntington. Huntington a écrit son livre pour contrebalancer fortement la thèse de Francis Fukuyama, et John Mearsheimer a écrit La tragédie de la politique des grandes puissances en 2001, il l'a publié en 2001, pour contrebalancer la thèse d'Huntington, puisque pour Mearsheimer, ce sont encore les États-nations qui vont régler les conflits de par le monde. Huntington est le tenant du paradigme civilisationnel, qui veut que les conflits vont se faire entre civilisations différentes, alors que Mearsheimer est le tenant, lui, du paradigme étatique, qui fait qu'on est encore dans des logiques de conflit entre États, et entre États qui défend, au-delà de sa culture et de sa civilisation, des intérêts purement pragmatiques, des intérêts purement économiques et politiques, et même idéologiques. Donc en cela, il se différencie de la thèse d'Huntington, et certains faits confirment
le paradigme étatique de Mersheimer, et d'autres confirment le paradigme civilisationnel d'Huntington. Pour Francis Fukuyama, vu le nombre et la recrudescence des conflits entre les États, le paradigme de la paix et de la domination universelle de l'Occident sur le monde ne peut pas avoir tellement de crédit. Alors pour vous montrer un peu la différence qu'il y a et le débat qui peut se jouer encore entre ces deux essais qui à la mesure des faits qui se passent actuellement dans le monde, la thèse d'Huntington reste valable, ainsi que la thèse de Mersheimer, et ces deux thèses s'affrontent. Et on peut, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, examiner la thèse d'Huntington ainsi que celle de Mersheimer. D'abord, deux mots sur Huntington. Huntington est un universitaire, a fait ses écoles, ses premières années à Yale, puis a ensuite été professeur d'université concernant la géopolitique et d'autres matières pendant 53 ans dans l'université d'Harvard, qui est quand même l'université la plus renommée des États-Unis. Il est également le cofondateur du Foreign Policy, qui est une revue de géopolitique qui est toujours active au moment où je parle. Et il est donc un universitaire renommé et reconnu. Il est connu principalement de nos jours pour le livre que je vous présente là, qui est quand même un ouvrage phare de la prospective géopolitique et qui alimente encore les débats en fonction des conflits qui s'ouvrent de nos jours. Alors il y a Huntington, ce qui est marrant dans le fait que je vais vous parler d'Huntington, c'est que la plupart des dates butoirs qu'a fixé Huntington dans son livre tombent dans la décennie 2020. Donc il donne des dates butoirs entre 2020 et 2025. Ce qui fait qu'on peut, au regard de ces dates butoirs, confronter les prédictions d'Huntington avec la réalité des faits. Donc on va pouvoir le faire aussi. Je vais pouvoir vous donner quelques chiffres et démontrer qu'Huntington s'est trompé sur certains événements et qu'il peut donner des clés de compréhension pour d'autres événements. Alors le premier événement sur lequel Huntington s'est manifestement trompé, c'est la guerre qui oppose actuellement l'Ukraine et la Russie, puisque l'Ukraine et la Russie font partie du même bloc civilisationnel, font partie de la même culture orthodoxe, et de ce fait ne sont pas censés, pour Huntington, rentrer en guerre l'une contre l'autre. Et il apparaît que dans ce conflit russo-ukrainien, c'est plutôt le paradigme étatique qui a joué, le paradigme fixé par Mersheimer, où, nonobstant le rapprochement et l'identité culturelle, deux États peuvent se faire la guerre dans une même civilisation. Ce paradigme étatique qui a été celui qui a accouché des deux guerres mondiales, hein. C'est le même paradigme étatique. Il devrait, pour Mersheimer, ce paradigme étatique, ce paradigme du réalisme offensif, est censé être revenu après l'effondrement du bloc communiste. Donc pour Mersheimer, on est dans un chaos géopolitique. C'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle Huntington est combattu. Si Huntington est combattu, c'est par les tenants du paradigme étatique, les tenants de la thèse de Mersheimer. Alors regardez, c'est très significatif de la façon dont Huntington se trompe sur le conflit russo-ukrainien qui se joue aujourd'hui. Au début de son ouvrage, il parle de ce conflit. Ouvrage qui, je le rappelle, a été rédigé en 1996. Il donne son avis sur le futur des relations russo-ukrainiennes. Les paradigmes permettent également la prédiction. Un test décisif mettant en évidence la validité et l'opérativité d'un paradigme consiste à tenter de vérifier dans quelle mesure les prédictions qui en dérivent sont plus précises que celles qu'on peut tirer de paradigmes opposés. En s'appuyant sur le paradigme étatique, John Mersheimer a ainsi soutenu que la situation entre la Russie et l'Ukraine est mûre pour qu'éclate entre elles un conflit de sécurité.
de grandes puissances que ne séparent pas une longue frontière naturelle, comme c'est le cas pour l'Ukraine et la Russie, craignant pour leur sécurité, et en viennent donc souvent à devenir concurrentes. La Russie et l'Ukraine devraient dépasser cette dynamique et apprendre à vivre en harmonie, mais il serait étonnant qu'elles y parviennent. A l'inverse, l'approche civilisationnelle met l'accent sur les liens culturels, personnels et historiques qui unissent la Russie et l'Ukraine, et les mélanges des Russes et d'Ukrainiens qui vivent dans les deux pays. Elle attire l'attention sur la frontière civilisationnelle qui sépare l'Ukraine orthodoxe à l'est de l'Ukraine uniate à l'ouest. Merkheimer, conformément à la théorie réaliste de l'État en tant qu'entité unifiée et séparée, néglige totalement cette donnée historique ancienne. Tandis que l'approche étatique évoque la possibilité d'une guerre russo-ukrainienne, l'approche civilisationnelle montre qu'elle est peu vraisemblable. Au lieu de cela, il est possible que l'Ukraine se divise en deux. Les facteurs culturels qui expliquent cette éventuelle séparation conduisent à prédire qu'elle serait plus violente que celle qu'a connue la Tchécoslovaquie, mais moins sanglante que l'éclatement de la Yougoslavie. Ces différentes prédictions, à leur tour, induisent différentes priorités politiques. Les prédictions de Merkheimer, quant à une possible guerre de conquête de l'Ukraine par la Russie, le conduisent à approuver le fait que l'Ukraine dispose d'armes atomiques. L'approche civilisationnelle, quant à elle, inciterait plutôt à favoriser la coopération entre les deux pays, à pousser l'Ukraine à renoncer aux armes atomiques, à mettre en place une aide économique significative et d'autres mesures permettant de préserver l'unité et l'indépendance de l'Ukraine, et enfin à prévoir un plan d'urgence en cas d'éclatement de l'Ukraine. Nombreuses ont été, depuis la fin de la guerre froide, les évolutions qui peuvent s'interpréter à la lumière du paradigme civilisationnel, et qui auraient pu en être déduites. Donc là, Huntington pense qu'il n'y aura pas, on est en 96, de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et la thèse, le paradigme étatique, finalement, a eu raison de la thèse d'Huntington, mais on peut nuancer ce propos dans le sens où Huntington a donné une clé de compréhension de ce que pouvait être aussi le conflit russo-ukrainien. Il a clairement énoncé qu'il pouvait y avoir une partition entre l'Ukraine, une partition de l'Ukraine en deux. Comme il y a eu deux Corées, il peut y avoir deux Ukraines et le conflit russo-ukrainien peut se terminer par une partition de l'Ukraine entre une Ukraine russophile et une Ukraine que Huntington appelle lui uniate. Uniate, ça se réfère à la religion, puisque l'ouest de l'Ukraine est orthodoxe mais uni. Il y a une majorité qui est orthodoxe mais qui reconnaît l'autorité papale à Rome, et l'est de l'Ukraine reconnaît l'autorité patriarcale de l'orthodoxie russe. Ce qui fait dire à Huntington que s'il y a un conflit, il ne peut qu'être civilisationnel, et en cela, les Ukrainiens uniates sont plus proches de la civilisation occidentale que de la civilisation orthodoxe russe, ce qui fait que le conflit peut se décider et se conclure avec une partition de l'Ukraine en deux parties. C'est le deuxième scénario qu'un peu plus loin Huntington donne à propos de ce que pourrait être l'avenir des relations russo-ukrainiennes. Il dit, donc là il parle du futur des relations ukrainiennes. Cette élection pourrait cependant conduire à l'ouest du pays à faire sécession vis-à-vis d'une Ukraine de plus en plus proche de la Russie. Certains Russes y seraient favorables. Comme le disait un général russe, dans 5, 10 ou 15 ans, l'Ukraine, ou plutôt l'Est de l'Ukraine, reviendra vers nous. L'Ouest n'a qu'à aller se faire voir. Une Ukraine uniate et pro-occidentale ne serait pourtant viable qu'avec un fort soutien de l'Occident. Cela ne serait possible que si les relations de l'Occident avec la Russie se détérioraient gravement pour ressembler à ce qu'elles étaient à l'époque de la guerre froide. Et on y vient. Je pense que les relations entre l'Occident et la Russie, à l'heure où nous parlons, ont atteint le niveau de tension qui existait lors de la guerre froide. Et j'enregistre cette vidéo le 7 juin, nous sommes le lendemain du 6 juin et des 80 ans du D-Day, du débarquement, et voilà, cette fête est quand même la fête triomphale de l'Occident, triomphant de la civilisation occidentale sur toutes les autres civilisations. La Russie n'a pas été invitée, mais bon, la Russie n'était pas invitée non plus il y a 20 ans. Enfin, c'est assez récent que,
que l'Occident essaye de rallier la Russie à cette commémoration qui est occidentale. Vraiment, le débarquement, c'est le triomphe de l'Occident, c'est le triomphe de la civilisation occidentale. C'est une fête purement occidentale qui met en scène les forces et la vision de l'Occident. D'ailleurs, le président Joe Biden, lors de sa déclaration hier, a été très clair dans cette défense de la civilisation occidentale qui est la nôtre, en défendant l'un des, l'une des pierres, l'une des colonnes fondamentales de la civilisation occidentale, qui est la démocratie. Et il a qualifié Poutine de tyran. Donc implicitement, c'était dire que l'Occident défend la démocratie alors que Poutine est dans l'héritage civilisationnel qui est celui de Poutine et de la Russie, vit dans un autoritarisme qui n'a rien à envier à l'autoritarisme des tsars et à l'autoritarisme du régime communiste. Donc voilà ce qui est pour un exemple de cette prospective qui parfois tombe à côté pour Huntington, mais Huntington donne peut-être une clé de compréhension dans la suite de son récit, et il nous donne peut-être la solution du conflit russo-ukrainien qui a lieu en ce moment, à savoir une partition. Le conflit russo-ukrainien va certainement se terminer par une partition de l'Ukraine en deux, une annexion de l'Ukraine, de l'est de l'Ukraine par la Russie, et un ralliement fort de l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire une partition qui va suivre une logique civilisationnelle telle que le professe Huntington. L'ouest de l'Ukraine est rattaché à l'église romaine, est rattaché au bloc occidental, et c'est l'est de l'Ukraine qui a toujours milité contre l'Union européenne et contre l'OTAN qui va apporter son soutien à la Russie. C'est le cas depuis longtemps. Depuis 2014, le Donbass s'est détaché de l'Ukraine, et la Crimée, majoritairement russe, s'est aussi détachée de l'Ukraine. Donc, Huntington a eu tort sur le fait qu'il n'y aurait pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais il nous donne peut-être une solution et une clé de compréhension pour l'avenir de ce conflit dans la solution de la partition de l'Ukraine, entre une Ukraine russophile et une Ukraine pro-occidentale. Alors la grande thèse de Huntington, c'est que les conflits, après l'effondrement du bloc communiste, vont être régis par des logiques civilisationnelles. Et quelle est la définition que donne Huntington de civilisation? Déjà, au début de son ouvrage, il est très clair dans la définition des termes. Dans la définition du terme civilisation, il fait une différence entre la civilisation au singulier qui a été utilisée au XVIIIe siècle et aussi pendant longtemps par l'Occident tout-puissant. La civilisation au singulier, c'est le monde civilisé qui s'oppose au monde barbare. C'est cette notion de civilisation qui avait cours à l'époque de la Grèce antique, entre les Grecs et ceux qui ne le sont pas, les Grecs et les barbaros, et qui avait cours aussi dans le cadre de l'Empire romain, entre ceux qui vivaient dans l'enceinte, dans le cadre du monde romain, du monde civilisé, et ceux qui étaient en dehors des frontières, qui étaient les barbares. Cette logique sémantique du mot civilisation a eu cours, et a toujours cours, dans les mots même de Joe Biden hier, entre nation civilisée, la civilisation, qui est donc celle de l'Occident, et les barbares, ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui sont en dehors de la civilisation. Huntington définit ce mot de civilisation comme celui-là, mais l'objet de son livre, ce n'est pas cette définition-là de la civilisation. L'objet de son livre, ce sont les civilisations au pluriel. Et pour Huntington, les civilisations au pluriel, ce sont des entités culturelles. Et la civilisation telle qu'elle est définie par Huntington, c'est la plus vaste entité culturelle dans toutes les entités culturelles existantes. Et ce qui définit le mieux une civilisation pour Huntington, c'est la religion. La religion est à la base d'une culture civilisationnelle. C'est le grand étalon pour mesurer
et pour identifier une civilisation dans le monde, c'est la religion. D'autres faits qui peut être à la base d'une civilisation et d'une entité culturelle civilisationnelle, c'est la langue. La langue. Et troisième élément de définition, ça peut être l'ethnie. Mais la langue comme l'ethnie sont secondaires dans la définition de civilisation. La civilisation, l'élément le plus fondateur d'une civilisation, c'est la religion, ce qui fait que des personnes d'une même ethnie et d'une même langue peuvent faire partie de deux civilisations différentes. C'est le cas, par exemple, au Liban. Le Liban est constitué de plusieurs civilisations, selon Huntington. Il y a d'une part la civilisation de l'islam et d'autre part la civilisation occidentale, qui est représentée par les chrétiens maronites et melkites. Ce sont au Liban des représentants de la civilisation occidentale, les chrétiens maronites et melkites. Et ils sont en conflit contre une autre civilisation qui est l'islam chiite et sunnite. Pourtant, les deux font partie de la même ethnie et les deux pratiquent la même langue, à savoir l'arabe. Mais ils ne font pas partie de la même civilisation. Donc s'il faut retenir une définition fondamentale pour une civilisation, c'est la religion. C'est la religion, et après d'autres éléments culturels peuvent s'y accrocher. Pour l'Occident, qui a vu son espace un peu se séculariser et se différencier de la religion, l'Occident, à la religion catholique et protestante, va y rajouter la démocratie, l'économie libérale, le libre-échange. Mais le noyau de base d'une civilisation, pour Huntington, c'est très clair, c'est la religion. Voilà ce qui fait et ce qui explique la raison pour laquelle une personne de la même ethnie, des personnes de la même ethnie et d'une même langue peuvent appartenir à deux civilisations différentes. Exemple signifiant, les chrétiens maronites et les Libanais maronites et les Libanais alaouites ou chiites ou sunnites, qui ne font pas partie de la même civilisation et qui se sont affrontés dans une véritable guerre de religion, de 75 à 90, où les milices chrétiennes attaquaient les Palestiniens réfugiés au Liban, et où le Hezbollah a mené des attaques terroristes contre les chrétiens. Donc voilà, l'étalon fondateur de la thèse d'Huntington, c'est la religion. C'est la religion qui constitue la base de ce que lui appelle la civilisation, et donc les chocs religieux deviennent des chocs entre civilisations. Et Huntington définit 8 civilisations différentes. 8 civilisations différentes, il les a classées, et elles sont les suivantes. Alors, les 8 civilisations que Huntington définit dans son ouvrage, ce sont la Chine. La Chine, qui est une civilisation qui se définit par une religion, qui est à la fois une religion et une philosophie, le confucianisme. Donc la Chine qui est moins marquée, la civilisation chinoise est moins marquée par le fait religieux, mais plus par une philosophie qu'on pourrait apparenter à une religion, le confucianisme. Donc la Chine est en soi une civilisation. La civilisation confucéenne, la civilisation chinoise, première civilisation. Deuxième civilisation également d'Extrême-Orient, et c'est la seule civilisation qui est un État, c'est le Japon. Le Japon est le seul État qui a sa propre civilisation. Et donc qui est un État isolé sur la scène internationale et sur la scène civilisationnelle, puisqu'il est État et il est bloc civilisationnel en même temps. Il porte sa propre civilisation, avec ses propres particularités religieuses et ses propres particularités culturelles, le Japon. Troisième civilisation, la civilisation hindoue. Civilisation hindoue qui est portée par un État phare, comme le décrit Huntington. Huntington développe aussi la thèse des États phares. Chaque civilisation, quelques civilisations, pas toutes les civilisations ont des États phares, mais en tout cas, l'État phare
du bloc civilisationnel hindou, de la religion hindoue, c'est l'Inde, très clairement, qui on voit aujourd'hui défend avec le président Modi cette identité culturelle hindoue contre les chrétiens et contre les musulmans en Inde. Troisième civilisation, l'islam. Quatrième civilisation, l'islam, qui n'a pas d'état phare, qui n'a pas d'état dominant pouvant donner à l'islam une politique claire et des objectifs clairs. Cinquième civilisation, l'Amérique latine. Bon, là, ça peut être sujet à débat. L'Amérique latine qui fait partie normalement de l'Occident, qui est une annexe de l'Occident et de l'histoire de l'Occident, pour Huntington, est une civilisation à part, non pas en raison de la religion qui est la même en Amérique latine, d'autant plus qu'avec le progrès des évangélistes et du protestantisme, l'Amérique latine ressemble de plus en plus à l'Europe et aux États-Unis. Mais il y a une différence là culturelle en dehors de la religion qui prend plus de pas. C'est une différence économique et même ethnique, puisqu'il y a eu un mélange des populations très fort en Amérique latine. Et puis une différence de culture du point de vue des démocraties et des autocraties. L'Amérique latine a eu beaucoup de mal à développer des démocraties viables. Voilà pourquoi Huntington place l'Amérique latine en dehors de la civilisation occidentale. Sixième civilisation, la civilisation occidentale, c'est la civilisation dominante, c'est la civilisation qui a dominé le monde depuis le XVe siècle. C'est la civilisation qui est la nôtre, dominée par la religion catholique et protestante, dominée par l'Europe, puis ensuite par les États-Unis, et qui a comme état phare, Huntington dit que la civilisation occidentale a comme état phare les États-Unis, mais aussi la France et l'Allemagne, le couple franco-allemand, qui prépare, bon, là on était dans les années 90, qui prépare, oui, la constitution d'une Union européenne, et donc l'Occident aurait deux États phares. Bon, pour simplifier, on pourrait dire que l'Occident a un État phare, ce sont les États-Unis. Ensuite, l'Afrique, septième civilisation, qui est une civilisation non pas religieuse. Voilà, il y a beaucoup d'exceptions. Huntington fait de la religion quand même l'étalon de base pour définir une civilisation, mais il y a des civilisations dites mineures ou moins importantes que les autres, qui n'ont pas forcément pour élément de définition la religion. Donc l'Afrique serait une civilisation qui se définirait non pas par sa religion, puisque l'Afrique est divisée entre l'islam et le christianisme, et puis aussi d'autres religions mineures, mais l'Afrique se définirait par sa culture et son sentiment d'appartenance au continent africain. Et puis vous avez la huitième civilisation, les orthodoxes, qui a pour état phare la Russie. Et voilà, la Russie qui est l'état phare de la civilisation orthodoxe et qui a des satellites orthodoxes, qui est la puissance orthodoxe qui protège la religion orthodoxe de par le monde. Et donc Huntington a cette base, à ce découpage civilisationnel, et il explique au début de son livre un autre élément caractéristique de ce qui pourrait définir une civilisation, et il en tire la définition dans un texte classique que moi j'ai déjà présenté, que sont l'enquête, le texte qui est l'enquête d'Hérodote, et il prend un passage de la guerre que se livrent les Grecs et les Perses, issus d'Hérodote, pour donner une base historique à sa définition de civilisation. Que dit-il ? Alors là, il cite Hérodote. Donc, il cite un passage de l'enquête d'Hérodote concernant les relations entre les Grecs, et ça va lui permettre de définir et de préciser encore son concept de civilisation au pluriel. Même si nous en avions la tentation, beaucoup de considérations puissantes nous en empêcheraient. Tout d'abord et surtout, les images et les statues des dieux ont été brûlées et réduites en pièces. Cela mérite vengeance de toutes nos forces. Il n'est pas question de s'entendre avec celui qui a perpétré de tels forfaits. Deuxièmement, la race grecque est du même sang.
parlent la même langue, partagent les mêmes temples et les mêmes sacrifices. Nos coutumes sont voisines. Trahir tout cela serait un crime pour les Athéniens. Et Huntington commente: le sang, la langue, la religion, la manière de vivre, voilà ce que les Grecs avaient en commun, et ce qui les distinguait des Perses et des autres non-grecs. Mais de tous les éléments objectifs qui définissent une civilisation, le plus important est en général la religion, comme le soulignaient les Athéniens. Dans une large mesure, les principales civilisations se sont identifiées au cours de l'histoire avec les grandes religions du monde. Au contraire, des populations faisant partie de la même ethnie et ayant la même langue, mais pas la même religion, peuvent s'opposer, comme c'est le cas au Liban, dans l'ex-Yougoslavie et dans le subcontinent indien. Donc, pour ce qui est de les Indiens, c'est le conflit qui oppose les Pakistanais, qui sont indiens, et les Indiens de l'Inde de Modi, par exemple, qui sont hindous, qui pourtant parlent la même langue et font partie de la même civilisation, et font partie de la même ethnie, mais ne font pas partie de la même civilisation, tel que le définit Huntington. C'est donc bien la religion qui est l'élément fondateur de la conception et de la définition de ce que peut être une civilisation et de ce qu'est une civilisation. Et donc, voilà, c'est la religion qui définit la civilisation. Et pour apporter de l'eau à son moulin, Huntington a des éléments contemporains qui lui donnent raison. C'est notamment la guerre en Bosnie. La guerre en Bosnie qui a eu cours au moment où Huntington rédigeait ses pages, et qui a vu s'affronter des musulmans contre des orthodoxes. Et donc la guerre de Bosnie et même les guerres de Yougoslavie en général sont en fait au cœur aussi de l'analyse d'Huntington et ont été au cœur du propos de cette rédaction du choc des civilisations. L'empreinte de des guerres de Yougoslavie est manifeste dans l'ouvrage d'Huntington. Et sa grille d'analyse se repose beaucoup sur les faits qui se passent au même moment en Yougoslavie, sur la guerre en Bosnie qui s'est achevée en 1995, et puis ensuite sur les guerres qui vont suivre et qui vont donner de l'eau au moulin à la thèse d'Huntington, la guerre du Kosovo, qui est aussi un conflit d'ordre religieux entre musulmans et orthodoxes. Et de fait, oui, l'aspect civilisationnel a cours. Et conflit qui de nos jours donne raison au paradigme civilisationnel prêché par Huntington, c'est le conflit entre Israël et la Palestine, qui est manifestement d'ordre religieux et d'ordre civilisationnel, tel que le définit Huntington. Ce conflit oppose donc la civilisation islamique à la civilisation occidentale ou juive. On ne sait pas, puisque Huntington ne définit pas ce qu'est l'État d'Israël. Pourtant, dans plusieurs passages de son ouvrage, il dit bien que l'État d'Israël ne fait pas partie du bloc civilisationnel de l'Occident. Mais dans d'autres parties de son ouvrage, il parle de la civilisation judéo-chrétienne. En fait, Huntington n'arrive pas à identifier clairement la place d'Israël dans sa carte des civilisations. Et d'ailleurs, dans la carte des civilisations qu'il met dans son ouvrage, il ne fait pas apparaître Israël. Il la fond dans le bloc islamique. Il ne la fait pas apparaître sur la carte, Israël. Et à plusieurs reprises dans son ouvrage, il dit qu'Israël ne fait pas partie du bloc occidental. Alors, à quel bloc civilisationnel doit appartenir Israël ? Il n'identifie pas l'État d'Israël comme un État ayant sa propre civilisation, à l'instar du Japon. Il ne parle pas d'Israël. Mais à d'autres moments, il dit qu'Israël fait partie d'une civilisation judéo-chrétienne, tel qu'a pu le dire Netanyahou il y a quelques jours. Donc, comme Huntington ne se prononce pas sur ce qu'est la civilisation et à quelle civilisation appartient Israël, et si on en croit les propos de Netanyahou, les derniers propos de Netanyahou et les propos précédents du Premier ministre israélien, il faut supposer qu'Israël fait partie du bloc occidental, du bloc civilisationnel qu'est l'Occident. Dans des récentes déclarations, Netanyahou avait dit que le conflit à Gaza était la défense du bloc et de la civilisation judéo-chrétienne.
Et encore un peu avant, quand les États-Unis ont accepté de donner le feu vert à des aides militaires et économiques à Israël après l'attentat du 7 octobre, Netanyahou a déclaré que les États-Unis avaient œuvré pour la défense de la civilisation occidentale. Donc très clairement pour Netanyahou, qui a lu, c'est sûr qu'il a lu le choc des civilisations d'Huntington, Netanyahou, puisque Netanyahou utilise des mots qui appartiennent à la thèse d'Huntington, à l'essai d'Huntington. Il utilise dans sa propagande, entre guillemets, dirigée vers l'Occident, des mots qu'on peut relier très facilement à l'ouvrage Huntington. Donc oui, Netanyahou, et si on a encore Netanyahou, Israël fait partie du bloc civilisationnel occidental. Israël fait partie de l'Occident. Israël est une enclave occidentale au Proche-Orient. Et le conflit entre Israël et la Palestine est un point de jonction entre deux civilisations, entre la civilisation occidentale, si l'on en croit Netanyahou, et la civilisation islamique qui est défendue par ceux qui défendent la Palestine. Et on a une levée de boucliers de tous les pays musulmans pour défendre la Palestine. On a une levée de boucliers de toute la diaspora musulmane en France, en Allemagne pour défendre la Palestine et qui influence nos propres gouvernements pour défendre une civilisation qui ne fait pas partie de la nôtre et pour défendre une civilisation qui nous est antagoniste, qu'est l'islam. Voilà, donc il faut comprendre cela comme on veut, mais c'est ce que défend Huntington. Il y a un risque, les guerres sont menées par des chocs civilisationnels, et donc le conflit israélo-palestinien répond en fait à la thèse et confirme la thèse d'Huntington que les conflits peuvent être avant tout menés par des conflits d'ordre civilisationnel. Huntington, les sources de Huntington sont nombreuses, puisqu'il n'est pas le premier à avoir parlé de ce choc et de ce conflit entre les civilisations. Il prend la suite de Arnold Toynbee. Arnold Toynbee, qui est dans les années 70, avait rédigé un ouvrage sur la formation et le déclin des civilisations, qui analysait les processus de formation, de genèse, de développement et de déclin d'une civilisation. Il a également aussi, Huntington, il s'est également référé dans son ouvrage Huntington au livre qu'avait rédigé au début de notre siècle Spengler, Le déclin de l'Occident, qui était sorti en 1918 et qui annonçait le déclin de l'Occident, le déclin de la puissance occidentale dans le monde, et donc la redéfinition des rapports entre l'Occident et les nations non occidentales. En réalité, Spengler avait plus ou moins raison, puisque l'influence de l'Occident n'a jamais cessé de décliner depuis la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, et depuis aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a vu l'Occident se rétracter sur une partie de plus en plus congrue du globe. Il faut savoir que oui, en 1914, l'Occident était, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Occident et la civilisation occidentale étaient à son apogée, puisqu'elle contrôlait 84% de la surface du globe. 84% de la planète était contrôlée directement ou indirectement par les civilisations occidentales, par les grands empires coloniaux de la France, de l'Angleterre, de la France et d'Angleterre surtout, et voilà, par la puissance. Donc les États-Unis n'étaient pas encore dans le jeu des Occidentaux, mais ils faisaient quand même partie du bloc occidental, et des 84% de la surface du globe, eh bien, on est passé à beaucoup moins. Je ne sais pas quel est le contrôle maintenant de l'Occident sur la surface du globe, mais beaucoup moins. Après la décolonisation, après la fin des empires, des grands empires français et anglais, l'Occident et la déprise occidentale est manifeste. Donc Oswald Spengler est une source d'inspiration pour Huntington, et Huntington dit d'ailleurs que le monde entier se dresse contre l'Occident.
À mesure que l'Occident s'affaiblit, à mesure que l'Occident baisse la garde, à mesure que l'Occident perd de sa puissance économique face à l'Extrême-Orient, il y a une redéfinition des rapports qui se font selon des logiques civilisationnelles. Il a également tout un discours sur la Chine et sur l'Extrême-Orient. Donc il faut savoir que dans les années 90, la nation asiatique qui dominait l'Extrême-Orient, c'était le Japon, c'était pas encore la Chine. Mais il prédit tout à fait bien ce que peuvent être les rapports futurs entre la Chine et les États-Unis. Il a bien identifié que la Chine se rétractait sur sa culture civilisationnelle issue du confucianisme et qu'elle rejetait en bloc la démocratie et les valeurs de la démocratie américaine et occidentale dans un esprit aussi de revanche. Vous êtes les Occidentaux, vous nous avez colonisés, nous allons prendre notre revanche, nous la Chine, nous l'Extrême-Orient, nous allons montrer que nos valeurs sont plus grandes que les vôtres, que la démocratie n'est pas forcément la grande valeur qui fait que les sociétés progressent et que les sociétés peuvent progresser technologiquement et économiquement sans la démocratie. C'est ce que professe la Chine. Et d'ailleurs, Anthony Blinken a déclaré il y a quelques heures ou hier, il a lancé une petite provocation comme ça à la Chine en déplorant et en rappelant le massacre de Tiananmen, de la place Tiananmen. Et la Chine a répliqué vivement à l'attaque d'Anthony Blinken en disant qu'elle ne supportait pas ces attaques idéologiques. Elle a qualifié l'attaque d'Anthony Blinken d'idéologique, à vouloir imposer des références et des référents propres à l'Occident, à la Chine, qui n'a jamais, en réalité dans son histoire, intégré le processus démocratique à sa civilisation. La Chine est un État et une civilisation qui a toujours été hyper centralisée, et où il n'y a jamais eu, ou très peu, d'organes représentatifs. En Occident, il y a eu des monarchies, mais même sous Louis XIV, même sous les monarchies absolues, il y avait des organes, il y avait des organes intermédiaires, il y avait des institutions représentatives, même sous Louis XIV, et même plus que sous Louis XIV, et même beaucoup sous Louis XIV. Il y avait les parlements, il y avait les parlements d'État, il y avait le parlement de Toulouse, le parlement de Bretagne, le parlement de Flandre, le parlement de Paris. L'Occident a toujours connu la représentation étatique. L'Occident, d'ailleurs, la civilisation occidentale se reconnaît par trois faits majeurs. Les organisations représentatives qui sont héritières de la démocratie athénienne, l'état de droit que nous héritons de l'Empire romain, et puis la séparation, Huntington dit, entre l'Église et l'État, qui a toujours eu cours dans l'Occident et qui a toujours eu cours dans la religion chrétienne catholique, dès lors qu'il y a eu déjà au XIIe siècle la réforme grégorienne qui a clairement fait la séparation entre le monde laïque et le monde religieux. Et puis, même dans les évangiles, Jésus fait bien la part des choses entre ce qui appartient à César et ce qui appartient à Dieu. Donc cette notion de séparation stricte entre l'État et la religion a toujours eu cours dans la civilisation occidentale. Donc, démocratie, même sous la monarchie, il y avait un aspect démocratique, même sous Louis XIV, même sous les rois absolus, il est resté des institutions de représentation démocratique. Voilà. Ça n'a jamais eu de, c'est resté une constante civilisationnelle de l'Occident. L'état de droit, constante civilisationnelle de l'Occident, hérité du droit romain, et la séparation de l'Église et de l'État, constante civilisationnelle de l'Occident pour Huntington. Et forcément, ces constantes civilisationnelles ne sont pas celles de la Chine, ne sont pas celles de l'islam, ne sont pas celles de l'Inde, quoique les hindous ont une plus grande facilité avec la démocratie, puisque la démocratie, même si elle est moins développée qu'en Occident, fait partie de l'histoire civilisationnelle du monde hindou, avec le système de caste. Il y a
une résonance démocratique et une implantation démocratique beaucoup plus facile dans la civilisation hindoue, ce qui peut la rapprocher de la civilisation occidentale dans des conflits à venir, que pour la civilisation chinoise, la civilisation islamique et même la civilisation orthodoxe russe. La civilisation orthodoxe russe qui est marquée par l'autocratie, en fait. La démocratie, c'est quelque chose d'exogène à la civilisation russe. La Russie des tsars n'a pas eu de noblesse forte comme en Occident. Voilà, la noblesse et la féodalité occidentale faisaient partie de cette entité démocratique héritée aussi d'Athènes. Et ensuite, il y a eu les parlements, mais le fait qu'il y ait eu une aristocratie forte en Occident pendant très longtemps, ça a joué et ça a été un élément constitutif de la civilisation démocratique. Voilà, bon, la notion de démocratie peut être large. Il y a plusieurs démocraties. Je veux dire, la démocratie qui a cours aujourd'hui, c'est la démocratie représentative. Avant, il y avait une démocratie directe, démocratie indirecte. Mais bref, le cadre de base démocratique est ce qu'il est. Il est hérité de la Grèce classique. Et le monde orthodoxe n'est pas démocratique. La Grèce orthodoxe est une démocratie maintenant, mais elle était issue de l'Empire byzantin autocratique, puis de la Russie. Je veux dire, le bloc orthodoxe et la civilisation orthodoxe, et notamment toute une partie de l'Ukraine, ne peut pas être démocratique, puisque civilisationnellement, la démocratie ne fait pas partie du paradigme civilisationnel de l'orthodoxie et de la civilisation orthodoxe, selon Huntington. Donc voilà, conflit russo-ukrainien peut trouver une solution dans une séparation en instituant une frontière civilisationnelle entre ceux qui appartiennent à la civilisation orthodoxe et ceux, les orthodoxes uniates reliés au pape, qui appartiennent. Comme les maronites d'ailleurs, qui sont reliés à la communion de l'Église romaine, qui peuvent appartenir au bloc occidental, au bloc civilisationnel de l'Occident. Huntington développe une autre grande thèse, et oui, je rappelais, l'islam aussi n'a pas la démocratie la démocratie est incompatible avec la Chine, avec la civilisation chinoise. Pour Huntington, la démocratie est incompatible avec la civilisation latino-américaine, même si ça fait partie d'un Occident, mais voilà. La démocratie pour Huntington est incompatible avec la civilisation islamique et avec la civilisation orthodoxe. Et voilà, donc c'est pas non plus, je dis que la démocratie est incompatible avec l'islam, c'est pas seulement l'islam qui est incompatible avec la démocratie, c'est aussi la Chine, c'est aussi voilà, l'orthodoxie, c'est aussi l'Amérique latine, c'est aussi voilà. Et par contre, il y a des civilisations autres que l'Occident qui sont plus ou moins compatibles avec les démocraties, comme la civilisation indienne, des hindous, et aussi et surtout la civilisation japonaise, qui a eu comme l'Occident, dans le récit d'Huntington, qui a eu comme l'Occident une très forte noblesse, une très forte séparation des pouvoirs dès l'origine, un système de féodal un système féodal japonais qui ressemblait beaucoup à celui qui était en place en Occident. Et c'est la raison pour laquelle le Japon, dans sa civilisation unique en son genre, et qui n'appartient qu'au Japon, d'ailleurs le Japon est très isolé, c'est un pays isolé sur le plan civilisationnel, puisqu'il est il est le seul défenseur de sa civilisation, il n'a pas d'allié civilisationnel, il est le seul représentant de la civilisation japonaise. Et il est aussi replié sur lui-même, il est contre l'immigration, il y a un désastre démographique qui se joue au Japon, il y a un déclin démographique alarmant qui est l'enjeu futur pour la politique japonaise, c'est de relancer sa politique nataliste, puisque la civilisation japonaise est en danger par le fait même que le nombre de Japonais décline fortement et que le Japon se refuse absolument à accueillir des gens qui ne font pas partie de sa civilisation, au risque de mettre en danger l'entité culturelle unique de la civilisation japonaise. Donc voilà. Et Huntington a deux axes de bataille dans son livre. C'est d'une part la montée en puissance de la Chine qui l'inquiète, car la montée en puissance de la Chine est motivée par cette puissance économique grandissante, de plus en plus grandissante.
et de l'autre, la montée en puissance du fait religieux que Huntington appelait la résurgence, avec un R majuscule, la résurgence de l'islam. La résurgence de l'islam, qui est une islamisation accrue et généralisée des pays musulmans, un retour fort de la religion après l'effondrement du bloc communiste, et une progression démographique de la population musulmane de plus en plus alarmante, selon Huntington. Alors là, il donne d'autres prédictions quant à l'islam et quant à la propagation de la religion musulmane à travers le monde. Il dit, et il pose comme fait accompli, que le christianisme est en déclin. Et d'ailleurs, il donne un plafond de verre au christianisme. Les chrétiens ne peuvent pas dépasser le sommet de 30%. Les chrétiens auraient atteint le sommet de 30% en 1980, de 30% de la population mondiale. 30% de la population mondiale chrétienne. Et que le déclin s'amorcera. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette prédiction est fausse et qu'on peut l'analyser là, par ce passage. Que dit-il ? À long terme, cependant, Mahomet gagnera. Le christianisme se développe surtout par conversion. Et l'islam par conversion et transmission. Le pourcentage de chrétiens de par le monde a atteint un sommet de 30% en 1980. Il a ensuite plafonné et aujourd'hui il décline. De sorte qu'il atteindra sans doute environ 25% en 2025. En conséquence de leur taux de croissance démographique extrêmement élevé, la proportion de musulmans dans le monde continuera à croître nettement pour atteindre 20% de la population mondiale au tournant de ce siècle. Quelques années plus tard, elle dépassera la proportion de chrétiens et atteindra sans doute les 30% en 2025. Or, cette prédiction est fausse, puisqu'il y a actuellement en 2024 32% de la population mondiale qui est chrétienne. Donc les chrétiens ont dépassé le seuil et le plafond de verre qui avait été fixé par Huntington à 30%, et ils n'ont pas du tout décliné à 25%. Et d'autre part, les musulmans n'ont pas atteint et sont loin d'atteindre le chiffre de 30%. Ils sont loin d'atteindre les 30% puisque on a 22% de la population mondiale aujourd'hui qui est musulmane. Donc il y a 10% d'écart. Les chrétiens devancent de 10% le nombre de musulmans dans le monde. Mais ce qui est vrai, c'est que l'islam progresse. Oui, l'islam progresse, mais le christianisme aussi progresse. Et dans son élément, dans sa prospective, Huntington a voulu disqualifier le christianisme comme élément structurant de cette résurgence de la religion. Mais la résurgence de la religion, et lui il l'appelle la résurgence de l'islam. La résurgence de l'islam qui est significative pour lui. Eh bien, il y a aussi une résurgence du catholicisme et du protestantisme dans le monde. Ça, peut-être Huntington ne l'a pas vu dans les années 90, cette résurgence de l'Église catholique qui a été manifestement très, très visible en 2024, cette année, avec l'explosion du nombre de baptêmes d'adultes. On a atteint un nombre record de baptêmes d'adultes. Et il y a eu l'explosion aussi du nombre de participants au pèlerinage de Chartres, qui est en pèlerinage, qui plébiscite la messe traditionnelle, comme on l'appelle dans l'Église catholique, la messe en latin, la messe tridentine. Et donc on a une recrudescence du fait religieux dans le christianisme et dans l'Église catholique. Et dans l'Église catholique, on a une recrudescence de l'Église, de la messe en latin, et donc d'un plus fort attachement identitaire à ce qu'est l'Église catholique. Et si je dois faire une grille d'analyse, puisque les catholiques français sont confrontés plus que d'autres Européens au fondamentalisme musulman, il est sans doute logique que par effet miroir, que les catholiques se soient repliés sur une pratique plus traditionnelle de la religion, et plus forte et plus complète, à savoir le rite tridentin. Voilà, donc il y a une résurgence de la messe tridentine, et la France est vraiment le pays d'Europe où la messe traditionnelle, la messe en latin est la plus développée. Le pèlerinage de Chartres a un rayonnement international. Beaucoup de nations du bloc occidental viennent participer au pèlerinage de Chartres. Il y avait 2000 étrangers cette année au pèlerinage de Chartres, pour dire l'importance de la messe traditionnelle et de notre identité profonde, qui
a pour base aussi le latin. Le latin qui est un élément structurant de la civilisation occidentale. Le latin, ça a été la langue de l'Occident pendant tout le Moyen Âge. Ça a été la langue universelle de l'Occident pendant tout le Moyen Âge. Aujourd'hui, la langue universelle de l'Occident, c'est l'anglais. Mais avant, c'était le latin. Et on ne peut pas exclure tout l'héritage civilisationnel qui passe par le latin et par la pratique du latin, et puis ensuite par une religion plus proche des fondements civilisationnels de l'Occident. Donc retour aussi, contrairement à ce qu'a pu prédire Huntington, du christianisme, et c'est aussi le cas pour les évangélistes et pour les protestants, qui sont aussi en hausse au Brésil, qui sont aussi en hausse en France. Donc il y a un retour généralisé du christianisme à la fois catholique traditionnel et du christianisme protestant évangéliste. Donc voilà aussi que Huntington peut se tromper, mais il n'a pas tort sur le fait que l'islam a pour elle une puissance démographique grandissante, c'est-à-dire que d'ailleurs ceux qui reviennent à la messe traditionnelle sont les plus grands pourvoyeurs en puissance démographique pour la France, puisque vous savez que les familles catholiques traditionnelles font un très grand nombre d'enfants. Mais l'islam a la puissance démographique pour elle, et il y a de plus en plus de jeunes dans le monde musulman. Il y a un taux de croissance démographique beaucoup plus élevé que dans d'autres blocs civilisationnels. L'islam est le bloc civilisationnel qui fait le plus d'enfants. C'est très clair, on le voit partout. Et pour lui, ça renforce non pas la démocratie, mais ça renforce le fondamentalisme musulman pour Huntington. Et le paradoxe, c'est que le printemps arabe, cette révolte qu'on a présentée sous le visage de la démocratie en 2011, n'était pas une révolte démocratique, mais c'était une révolte islamique. J'ai noté dans une partie du livre une phrase signifiante: l'islamisme est l'équivalent de l'apparition démocratique de l'opposition démocratique dans les sociétés chrétiennes. L'islamisme, c'est l'opposition dans les pays musulmans. Les pays musulmans qui étaient moins islamisés, qui étaient plutôt tournés vers l'Europe, vers l'Occident parfois, ont été battus en brèche par l'islamisme. L'islamisme, c'est le pendant démocratique des sociétés islamiques. Quand dans les sociétés du monde musulman les plus démocratiques, l'élément le plus fort, c'est la religion. Les urnes portent, dans le monde musulman, portent des partis islamiques à la tête de l'État. La démocratie favorise la résurgence de l'islam. La masse de la population est religieuse dans les États musulmans. Il y a un retour net et signifiant de la religion musulmane, et le printemps arabe n'a été c'était une révolution islamique, telle qu'elle a eu lieu en Iran en 79, telle qu'elle a eu lieu quand elle a chassé le Shah d'Iran. C'est une révolution islamique. Les printemps arabes, ce sont des révolutions islamiques, et ce sont des révolutions islamiques qui ont persécuté les minorités religieuses. Bachar al-Assad a essayé de protéger les minorités chrétiennes contre les attaques terroristes des musulmans et des révoltés. Il y a eu des alliances entre groupes terroristes et révoltés syriens. C'est très clair. C'est des alliances civilisationnelles basées sur la religion. Voilà, donc pour Huntington, il y a également il y a des États phares, il y a des civilisations qui ont des États phares, il y a des civilisations qui n'ont pas d'État phare. L'islam n'a pas d'État phare, l'Afrique n'a pas d'État phare, la civilisation africaine. L'Amérique latine n'a pas d'État phare, pas d'État qui se détache des autres pour commander et pour organiser les plans de la civilisation qui est la sienne. Il y a aussi des pays qu'Huntington appelle des pays déchirés entre deux blocs civilisationnels, mais qui n'ont jamais opéré et qui n'ont jamais réussi à opérer une conversion civilisationnelle telle que peut le décrire Huntington. Ces pays, ce sont la Russie, qui a été déchirée pendant très longtemps dans son histoire entre l'Occident et l'Orient orthodoxe, et qui n'a pas réussi à s'accommoder, c'est le cas de le dire, avec l'Europe, la guerre en Ukraine et la rupture définitive
entre la civilisation, entre la Russie et la civilisation occidentale. Il y a une rupture définitive, complète, depuis la guerre en Ukraine entre l'Europe occidentale et la Russie. Poutine a essayé plusieurs fois de se rapprocher au début de sa carrière politique de l'Occident, mais ça a échoué. Et donc la Russie qui a longtemps été déchirée à l'époque d'Eltsine, c'était surtout à l'époque d'Eltsine, au moment où Huntington rédigeait son ouvrage, que la Russie se tournait de plus en plus vers l'Occident et que à la suite de l'effondrement du bloc communiste, on pouvait croire que la Russie allait embrasser les valeurs occidentales professées par les États-Unis. Eh bien non, la Russie est revenue à sa civilisation de base qui est l'orthodoxie. Autre civilisation déchirée, c'est la Turquie, selon Huntington. La Turquie a longtemps voulu être intégrée au bloc civilisationnel de l'Occident grâce à l'impulsion que lui avait donnée Atatürk. Atatürk qui a laïcisé son pays, qui a interdit le voile en Turquie dans les années 20, euh, qui a interdit le port du chapeau, du chapeau traditionnel turc. Et la Turquie qui a été pendant longtemps une candidate à l'intégration de l'UE, qui a laïcisé son enseignement, qui a voulu tout faire comme l'Occident. La Turquie a longtemps voulu intégrer le bloc civilisationnel occidental, mais Huntington dit qu'il y a trois éléments phares pour qu'une conversion civilisationnelle puisse réussir. C'est d'abord que les élites soient favorables à cette conversion civilisationnelle. Donc les élites turques étaient favorables, étaient occidentalisées depuis Atatürk dans les années entre les années 20 et les années 90. Voilà, les Turcs étaient les élites de la Turquie étaient occidentalisées, voulaient rentrer dans le bloc civilisationnel, sont rentrés d'ailleurs dans l'OTAN et voulaient rentrer dans le projet d'Union européenne. L'opinion publique, la population était aussi favorable. Mais le dernier élément, c'est l'accueil qui est réservé aux nouveaux convertis par ceux qui sont censés accueillir le nouveau converti, les principaux concernés, les acteurs de la civilisation occidentale. Et l'Occident a refusé, selon Huntington, d'accueillir la Turquie dans son bloc civilisationnel. Et donc la Turquie a été rejetée par l'Occident. Sa candidature à l'Union européenne a été rejetée. Les processus d'intégration à l'UE ont été rejetés. Et donc la Turquie s'est repliée aujourd'hui. Et la Turquie s'est clairement repliée sur sa civilisation d'origine, qui est la civilisation islamique. Erdogan a monté politiquement à partir des années 90, à partir du moment où la Turquie avait été officiellement rejetée par l'Occident. Erdogan a donc renié tout le passé kémaliste de la Turquie. Il est issu lui-même d'un parti confessionnel. Il a gagné d'ailleurs la mairie d'Istanbul à la tête en tant que membre de ce parti confessionnel musulman. Et il est aujourd'hui un président autocrate, sultan d'une autocratie. La Turquie avait réussi à établir un système démocratique à l'image de l'Occident pour être intégré à l'Union européenne. Mais depuis le rejet de l'Occident, la Turquie est revenue à ses bases civilisationnelles que sont l'islam. Et Sainte-Sophie est redevenue une mosquée et d'autres grandes églises de Constantinople redeviennent des mosquées. Erdogan est le défenseur, veut se faire le défenseur de la cause musulmane de par le monde, et il essaye de faire de la Turquie l'état phare de l'islam, si bien qu'on peut se demander la logique et la pertinence de la place de la Turquie dans l'OTAN qui est normalement une alliance entre pays du bloc occidental. La Turquie est le seul pays qui ne fait pas partie du bloc occidental à avoir été intégré à l'OTAN. Et vu le retour de l'islam dans le monde turc, on peut se demander pourquoi on garde la Turquie dans l'OTAN.
Alors, Huntington parle beaucoup, vous l'avez compris, de l'islam et il donne une autre définition de l'incompatibilité qui peut exister entre l'Occident et l'islam. Il dit, à la fin d'un de ses chapitres, le problème central pour l'Occident n'est pas le fondamentalisme islamique, c'est l'islam, civilisation différente dont les représentants sont convaincus de la supériorité de leur culture et obsédés par l'infériorité de leur puissance. Le problème pour l'islam n'est pas la CIA ou le ministère américain de la Défense, c'est l'Occident, civilisation différente dont les représentants sont convaincus de l'universalité de leur culture et croient que leur puissance supérieure, bien que déclinante, leur confère le devoir d'étendre cette culture à travers le monde. Tels sont les ingrédients qui alimentent le conflit entre l'islam et l'Occident. Et donc l'islam renvoie aussi souvent, selon Huntington, l'Occident à ses racines chrétiennes. Un Occident qui parfois veut se défaire de son identité chrétienne est souvent renvoyé, comme elle a renvoyé avant la Turquie à ses origines islamiques, est souvent renvoyé à ses origines chrétiennes par des pays musulmans. Et pour bien qu'on le comprenne, des chefs d'État musulmans n'hésitent pas à qualifier les Européens de chrétiens ou de croisés. C'est notamment ce qu'a fait Kadhafi en 1994 dans une de ses déclarations où il a regroupé, déclaration qui est citée par le livre d'Huntington, où il a regroupé en un même bloc civilisationnel les juifs et les chrétiens. Et déclaration où il soutient la Chine, parce qu'il voit en la Chine, Muammar Kadhafi, la civilisation qui réussira à vaincre l'ennemi de toutes les autres civilisations, la civilisation occidentale est pour Kadhafi l'ennemi à abattre, l'ennemi de toutes les autres civilisations opprimées. Et la Chine, en tant que puissance montante et économique, sera à même de défendre et de mettre à bas la domination occidentale. Huntington parle d'une alliance islamo-confucéenne pour définir cette alliance qui semble se tisser entre pays musulmans et la Chine. Et voilà pourquoi Muammar Kadhafi déclare cela en 1994. Le nouvel ordre mondial signifie que les juifs et les chrétiens contrôlent les musulmans. Ensuite, s'ils le peuvent, ils contrôleront le confucianisme et les autres religions en Inde, en Chine et au Japon. Que disent aujourd'hui les juifs et les chrétiens ? Nous étions déterminés à en découdre avec le communisme, et maintenant l'Occident doit en découdre avec l'islam et le confucianisme. Aujourd'hui, nous espérons assister à une confrontation entre la Chine, chef de file du camp confucianisme, et l'Amérique, chef de file des croisés chrétiens. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous allier contre les croisés. Nous sommes aux côtés du confucianisme, et en nous alliant et en nous battant avec lui pour former un seul et même front international, nous éliminerons notre adversaire commun. Nous, musulmans, nous soutiendrons donc la Chine dans son combat contre nos ennemis communs. Nous souhaitons la victoire de la Chine. Voilà ce que déclare Kadhafi en 1994, qui identifie les Occidentaux à des chrétiens et même à des croisés. Et c'est un discours qui recoupe la déclaration très récente qui a été faite par les terroristes en Russie. Les terroristes qui ont attaqué un centre commercial là très récemment et qui ont fait des centaines de morts. Dans leur communication, disaient qu'ils avaient tué des chrétiens. Ils renvoyaient donc les Russes à leurs racines chrétiennes. Et ils font la même chose pour les Occidentaux. Nous avons tué des chrétiens, disaient-ils dans leur communication officielle, ces terroristes. Et le facteur religieux ou guerre de religion est très forte dans cette redéfinition des rapports entre les États et entre l'islam et les autres États. L'islam est l'État et la civilisation la plus agressive de toutes les civilisations. L'islam est la civilisation qui, selon Huntington, se retrouve dans le plus grand nombre de conflits modernes, contemporains. La civilisation qui est la génératrice du plus grand nombre de conflits, c'est l'islam. Et l'islam combat aussi bien les orthodoxes russes
que les occidentaux latins chrétiens. Et il y a eu un point fondamental de cette redéfinition des rapports dans la politique internationale, c'est la guerre d'Afghanistan entre la Russie, entre l'URSS et les talibans. Le monde musulman s'est mobilisé, et l'Amérique aussi dans le contexte de la guerre froide, pour des raisons idéologiques, pour que l'URSS soit vaincue en Afghanistan. Les talibans, euh, Oussama Ben Laden était un combattant là-bas aussi. Il s'est formé là-bas. La défaite de l'URSS en Afghanistan a été une victoire civilisationnelle pour l'islam, et l'islam a présenté la victoire sur l'URSS comme une victoire religieuse. Une victoire de l'islam, une victoire des talibans. Et cette victoire a ensuite entretenu des réseaux islamiques et fondamentalistes dans la plupart des pays musulmans qui avaient soutenu officiellement les talibans en Afghanistan. Et ça a donné le 11 septembre 2001, et ça a donné Oussama Ben Laden. Donc on est là dans des conséquences qui n'étaient pas encore connues par Huntington, mais qui valident un peu la thèse d'Huntington. Et Huntington parle des guerres civilisationnelles. Alors les guerres civilisationnelles, selon Huntington, sont les plus longues qui puissent exister. Il n'y a pas plus long qu'une guerre civilisationnelle. Et là, on peut prendre l'exemple du conflit israélo-palestinien qui est très très long et qui va trouver difficilement une solution. Alors pour être peut-être que ça va vous inquiéter, mais que dit-il Huntington sur les résolutions qui peuvent être celles des guerres civilisationnelles? Voilà ce qu'il dit dans son livre. Les guerres civilisationnelles présentent un certain nombre de points communs avec l'ensemble des guerres communautaires. Ce sont des conflits qui s'éternisent. Lorsqu'ils ont lieu au sein d'un même État, ils durent en moyenne 6 fois plus longtemps que les guerres entre États. Comme ils mettent en jeu des questions fondamentales d'identité et de pouvoir, on a du mal à les résoudre par des négociations ou des compromis. Lorsque l'on parvient à un accord, il n'est pas rare que certaines des parties d'un camp donné refusent d'y souscrire. L'accord dura alors d'autant moins longtemps. Les guerres civilisationnelles sont des guerres intermittentes qui peuvent passer de la violence la plus aiguë à la guérilla la plus énervée et à l'hostilité la plus latente pour se rallumer ensuite brutalement. Il est rare que les brasiers des haines communautaires soient totalement éteints, sauf par le génocide. Alors, sauf par le génocide ou par la purification ethnique. C'est ce qui a été fait en Turquie à la fin du conflit gréco-turc où Atatürk a exterminé les populations grecques quasiment de la Grèce d'Asie historique, où il y a eu un échange de population et une déportation totale de la population de la Turquie vers la Grèce. Ce qui a mis fin au conflit civilisationnel entre en fait entre la Turquie et la Grèce, il y a eu un conflit civilisationnel très court. Dès le moment où le traité de Versailles, enfin par les traités qui mettaient fin à la Première Guerre mondiale, l'Europe occidentale a attribué une grande partie a attribué à la Grèce la partie historique de la Grèce d'Asie qui appartenait avant aux Turcs, et donc a créé une frontière terrestre entre les Grecs orthodoxes et les Turcs musulmans au sein même de la Turquie, avec l'invasion des troupes grecques. Il y a eu une guerre civilisationnelle à très court terme qui s'est terminée par une purification ethnique des côtes turques, purification ethnique dirigée contre les populations grecques des côtes turques, qui ont été massivement soit tuées, soit déportées vers la Grèce continentale. Voilà comment se finissent les guerres civilisationnelles. Voilà comment peuvent se finir les guerres civilisationnelles et les exemples de l'histoire peuvent donner raison à cette thèse. Donc voilà.
encore une chose, c'est que, je disais, l'islam, pour Huntington, est plus agressif que toutes les autres civilisations, et la majorité des conflits civilisationnels mettent, mettent en jeu l'islam. Alors Huntington a une explication à cela. L'explication de la violence de l'islam se trouve dans son histoire et dans le fondement de sa religion. Que dit-il ? La question reste entière de savoir pourquoi, en cette fin de XXe siècle, les musulmans sont plus impliqués dans la violence entre groupes que les peuples appartenant à d'autres civilisations. Cela a-t-il toujours été le cas ? Dans le passé, les chrétiens se sont entretués et ont également massacré d'autres peuples en nombre impressionnant. Une évaluation de la propension historique à la violence dans chaque civilisation demanderait des recherches approfondies, ce qui est impossible dans le cadre de cet essai. En revanche, nous pouvons identifier les causes possibles de la violence collective chez les musulmans, tant au sein de l'islam qu'entre l'islam et d'autres groupes, et distinguer les causes qui expliquent une nette propension historique au conflit collectif, si elle est avérée, de celles qui expliquent seulement cette propension à la fin du XXe siècle. Nous avons repéré 6 causes possibles. 3 d'entre elles expliquent la violence entre musulmans et non-musulmans, et 3 expliquent cette violence-là, ainsi que la violence interne à l'islam. 3 d'entre elles expliquent uniquement la propension moderne de l'islam à la violence, tandis que les 3 autres expliquent qu'une propension historique de l'islam à la violence, si elle est avérée. Mais si cette propension historique à la violence n'est pas avérée, alors ces causes présumées, qui n'expliquent plus une propension historique à la violence inexistante, ne sauraient expliquer non plus la propension contemporaine avérée des musulmans à la violence collective. Alors, donc là je coupe parce que c'est... Tout d'abord, on peut avancer l'hypothèse selon laquelle l'islam serait dès l'origine une religion du glaive qui glorifierait les vertus militaires. Il a pris naissance parmi les tribus nomades de bédouins belliqueux, et cette origine violente est inscrite dans son cœur même. Mahomet lui-même jouit aujourd'hui encore d'une image de combattant acharné et de commandant militaire avisé. Qualificatif que personne ne songerait appliquer à Jésus ni à Bouddha. La doctrine de l'islam, d'après certains, exige de faire la guerre aux infidèles, et lorsque l'expansion initiale de l'islam s'est essoufflée, les groupes musulmans, contrairement à la doctrine, se sont mis à se battre entre eux. Le pourcentage de fitna ou conflit interne par rapport au djihad a basculé en faveur de la première. Le Coran et d'autres textes fondateurs musulmans contiennent peu d'interdits portant sur la violence, et le concept de non-violence est absent de la doctrine ainsi que de la pratique musulmane. Voilà l'élément d'explication d'Huntington. Le concept de non-violence est étranger à la religion musulmane. Si il n'y a pas de base moralisante condamnant la violence, comme c'est le cas dans le christianisme, où il y a des textes et plein de paroles qui condamnent la violence dans le christianisme et qui militent pour la paix. S'il n'y a pas cette base morale et éthique de non-violence dans la religion musulmane, cela explique la raison pour laquelle l'islam est si agressive et si violente avec les autres civilisations, avec les personnes qui ne font pas partie de leur bloc culturel ou de leur bloc religieux. Voilà l'explication que peut donner Huntington sur la violence de l'islam. Et donc la recrudescence, les attaques terroristes, voilà pourquoi tant d'attaques terroristes sont menées au nom de l'islam, parce qu'il n'y aurait pas dans la religion musulmane de contre-indication contre la violence. Contre-indication qui est omniprésente dans le christianisme. Contre-indication contre la violence qui est omniprésente dans le christianisme. Et pour approfondir cette question, vous avez un livre qui n'est pas celui d'Huntington, mais qui peut être complémentaire au livre d'Huntington sur le choc des civilisations concernant l'islam, puisque Huntington ne parle pas que de l'islam. Dans le choc des civilisations, il parle les deux lignes directrices du choc des civilisations. Et les deux problèmes, c'est l'islam, la résurgence de l'islam, et c'est aussi la montée en puissance de la Chine. J'en ai peut-être moins parlé. Mais la montée en puissance de la Chine est aussi fondamentale dans le récit de Huntington. Et d'ailleurs, il donne d'autres éléments qui ne sont pas vrais pour la date butoir 2020-2025. À savoir que la Chine, aujourd'hui, serait première puissance économique mondiale et qu'il y aurait, en 2025, 4 pays asiatiques dans les 5 premières puissances mondiales. Or c'est faux, puisque le classement de mai 2024 de Forbes classe les États-Unis en première puissance mondiale,
première puissance économique mondiale, suivie de la Chine, puis de l'Allemagne en troisième, quatrième le Japon, cinquième l'Inde. Donc il y a encore 2 États du bloc civilisationnel qui font partie du classement des 5 plus grandes puissances économiques mondiales. Et les États-Unis restent encore la première puissance économique mondiale. Donc là encore, la prédiction de Huntington n'est pas tout à fait vérifiable et véridique. Mais il y a une tendance de montée en puissance de la Chine qui est très claire, qu'avait prédit Huntington. Donc oui, sur l'islam, vous avez, pour compléter la compréhension de ce qu'est la civilisation islamique, un ouvrage qui est sorti, qui a été rédigé par Rémi Brague, éminent philosophe et expert de l'islam au Moyen-Âge, membre de l'Académie catholique, qui est sorti et qui présente et qui parle de l'islam et de ce qu'est la religion islamique et de quoi elle est faite, pour expliquer les dérives qui ont peut-être cours aujourd'hui. Donc Rémi Brague présentera son livre à Paris. Pour ceux qui résident à Paris ou qui vivent dans les environs de Paris, vous pouvez aller voir Rémi Brague le 14 juin à l'église Saint-Roch. L'église Saint-Roch qui est un cercle de conférences littéraires, le cercle Saint-Honoré, et qui accueillera le Rémi Brague sur l'islam, sur son livre sur l'islam, le 14 juin 2024 à partir de 19h30. Vous pouvez accéder en rentrant dans l'église à la conférence qui commencera à 19h30. Il y aura des gens qui vous indiqueront où se situe la conférence sur l'islam de Rémi Brague, et donc conférence tout à fait complémentaire avec les propos d'Huntington et de ce livre pour avoir un élément éclairant de compréhension de cette civilisation islamique qui est basée sur la religion islamique, qui est basée sur le contenu des textes de religion. Donc je vous mettrai l'affiche en question de Rémi Brague, et puis je vous invite, pour ceux qui ne sont pas affiliés ou qui ne sont pas proches de Paris et qui ne pourront pas voir de fait la conférence, vous pouvez vous abonner à la chaîne du Cercle Saint-Honoré qui sera en description pour suivre quand ils la publieront, cette conférence sur l'islam.